Bonjour. Donc, merci à tous d'être là encore cette semaine. Et donc cette semaine, je vais faire le cours sur l'héritabilité des états chromatiniens, mais avec plus d'intérêt autour de ce qui se passe au cours du développement et aussi à travers les générations. Donc je vais toucher à ce sujet aussi vers la fin de mon cours et je vais continuer la semaine prochaine. Et aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Deborah Bourkis qui va faire un séminaire après moi. C'est une grande spécialiste de la méthylation de l'ADN, des éléments répétés et de la lignée germinale. Donc je vais compter sur elle pour qu'elle rattrape toutes les lacunes et les trous dans ce que j'ai dit. Voilà. Donc je vais commencer en faisant un bref rappel du cours de la semaine dernière. Donc, je vous ai parlé des systèmes de mémorisation liés au complexe polycomb et trithorax, qui sont des protéines extrêmement conservées, qui jouent des rôles très importants pour le maintien des décisions développementales. Je vous ai montré que dans différentes espèces, des mutations dans les gènes qui codent pour ces protéines induisent des transformations dans les plans de l'embryon, dans l'organogénèse. Donc en fait, c'est des protéines qui sont très importantes pour maintenir des états qui sont établis plus tôt au cours du développement par des facteurs de transcription. Et donc ici, de manière très schématique, je vous ai montré qu'effectivement, les complexes polycomes, ici en rouge, vous voyez à peine, j'imagine, mais les complexes polycomes sont plutôt des acteurs de répression et de maintien d'un état réprimé qui aurait été établi dans certaines cellules, à certains endroits de l'embryon, tandis que trithorax, les complexes trithorax sont importants pour un maintien d'un état actif. Je vous avais parlé un petit peu des différents facteurs qui forment ces complexes. Donc, les complexes polycomes sont constitués de différents types de protéines, y compris des modificateurs des histones, donc des enzymes qui vont rajouter des modifications, comme la méthylation de l'histone H3 à la lysine 27, qui semble être un des marques, on va dire, diagnostic de la présence d'un des deux complexes polycomes. Et puis un autre complexe polycome, PRC1, qui lui est constitué d'autres facteurs qui, par exemple, modifient les histones au niveau de l'histone H2A, l'ubiquitination, et qui contient aussi des facteurs qui semblent avoir un rôle dans la compaction chromatinienne. Donc ces deux complexes jouent des rôles, on va dire, complémentaires et synergistiques pour maintenir, propager des états inactifs. Et j'ai parlé un tout petit peu de la manière que cette mémoire peut être propagée au cours des divisions cellulaires, et en particulier le fait que, contrairement aux protéines et aux modifications que j'ai mentionnées dans mes premiers cours avec la méthylation de la lysine 9 de l'histone H3 qui se lie avec la protéine HP1, et qui semble être bien présent au niveau de la fourche de réplication. Dans le cas de polycom, la situation est moins claire, en tout cas dans des expériences récentes que j'ai pu vous mentionner. Et donc, quand l'ADN est dupliqué au cours de chaque division cellulaire, au cours de la phase S, l'ADN est dupliqué. Il faut remettre en place donc, des états chromatiniens si on veut maintenir des états fiables d'expression ou de fonction génique. Et dans le cas de polycom, il semblerait que ce n'est pas les histones modifiées qui portent cette information qui est transmise. Il y a une perte de cette information au moment de la réplication et la dilution des nucléosomes nouvellement formés. Mais les facteurs eux-mêmes, les complexes, semblent être capables de s'associer en avant et en amont de la fourche de réplication, et donc font une sorte de pont pour transférer l'information inactive ou l'information qu'elle porte à l'ADN nouvellement mis en état de chromatine. Donc on pense qu'effectivement, polycom peut propager sa mémoire via les facteurs eux-mêmes.
Bon, ça c'était ce que j'ai présenté chez la drosophile et on pense aussi dans des cellules de mammifères, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez voir, je vais mentionner une autre espèce qui est le ver C. elegans, où là il y a des données récentes qui suggèrent qu'en fait Polycom n'est pas essentiel pour cette transmission. En fait, les histones peuvent porter cette information. Donc, c'est pour vous montrer qu'avec les mêmes acteurs, il y a une diversité de situations, non seulement pour la régulation de gènes, mais aussi pour les états propagés. Et d'une espèce à l'autre, et peut-être d'un stade à l'autre du développement, différents mécanismes peuvent être exploités. Donc en tout cas, voilà, pour Polycom, j'ai parlé de la réplication, de la division cellulaire, mais aussi de la situation au cours de la mitose. Et dans le cas de Polycom, on pense qu'effectivement, il y a des facteurs qui restent associés avec les chromosomes au moment de la mitose. Et aussi dans le cas de Trithorax, c'est aussi la situation. Nous comprenons beaucoup moins la manière que les complexes Trithorax sont associés avec la réplication ou la force de réplication, mais au niveau de la mitose, des données récentes suggèrent que ce n'est pas tellement les modifications des histones au niveau des nucléosomes qui sont importants, mais l'association des facteurs Trithorax qui doivent eux porter la mémoire quand les cellules filles rentrent en nouvelle phase G1. Donc là aussi, il y a pour les deux systèmes de mémoire peut-être différentes stratégies employées. Et un point que j'ai souligné à quasiment tous les cours cette année, c'était cette notion en fait de mémoire liée à des domaines de modification. Donc surtout pour les états inactifs ou réprimés, il semblerait qu'effectivement un nucléosome modifié ne suffit pas pour propager une mémoire, qu'en fait il faut des séries de nucléosomes modifiés avec H3K9 triméthylé ou avec H3K27 triméthylé, associés avec des protéines qui les reconnaissent, HP1 dans le cas de K9 et les complexes Polycom dans le cas de H3K27. Et donc, on pense qu'effectivement, il faut ces domaines de nucléosomes modifiés pour permettre une stabilité, non seulement au cours de la réplication de la mitose, mais tout au long de la phase S, ou tout au long du cycle cellulaire, où effectivement il peut y avoir une dynamique constante où des histones et des nucléosomes peuvent être échangés plus ou moins vite. Donc en fait, pour vraiment propager un état, il faut plus que juste un nucléosome, on pense pour les marques répressifs. Mais pour les marques actifs, là, effectivement, peut-être il ne s'agit pas des domaines modifiés, c'est peut-être le cas aussi, il y a des données qui suggèrent que c'est le cas, mais ces complexes, Trithorax et les complexes ou les protéines associées, ont aussi une capacité d'ouvrir la chromatine. Et on pense qu'effectivement, elles restent de manière quasi constante présentes sur la chromatine pour permettre l'activité transcriptionnelle et les facteurs de transcription et la machinerie de transcription de s'associer. Donc il y a peut-être deux types, deux manières en fait de maintenir un état actif ou inactif tout au long du cycle cellulaire. Et alors je parlais aussi, j'ai souligné 2-3 exemples pour vous montrer comment effectivement ces types de facteurs sont impliqués dans la vie. Et donc, je parlais de mon système préféré, l'inactivation du chromosome X. Alors, cette semaine, je ne vous parlerai plus du tout de ça, malheureusement. Et puis, je vous ai parlé aussi de la situation chez les plantes, où là, effectivement, le processus de vernalisation est clairement lié à un rôle de Polycom. Polycom est là pour réprimer un facteur qui est en fait un répresseur de la floraison. Et cette répression de ce facteur peut s'accumuler avec le temps dans des périodes de froid. Et donc, à la fin de mon cours, je vous ai parlé d'un crible pour chercher des mutants qui empêchent ce processus de vernalisation. Et en fait, cette expérience a un peu abordé l'hypothèse que Lysenko avait proposée de manière très malheureuse il y a quelques années en Union soviétique. Je vous ai montré qu'en fait, il y a peut-être des expériences qui, grâce à la mutation, peuvent permettre une mémoire
de cette vernalisation à travers les générations. Parce que d'habitude, ce processus est remis en place à chaque génération, c'est-à-dire on oublie le foie d'une génération à l'autre, mais avec des mutants qui affectent la chromatine et en particulier qui vont effacer les marques liées à Polycom, les marques répressives, là, on peut avoir un passage. Et donc, je vais vous reparler de ça. Je vous ai promis d'écrire ça un petit peu, et donc je vais revenir sur ça plus tard dans mon exposé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voilà, ça c'est un rappel pour ceux qui n'ont pas participé au cours d'avant, un rappel très très bref de ce dont je parle. Donc l'ADN qui n'est pas nu dans les cellules eucaryotes, qui est empaqueté dans ces unités de nucléosomes qui sont présents de manière plus ou moins régulière dans le génome et qui diffèrent d'une type cellulaire à l'autre. Donc l'ADN peut être modifié par la méthylation. Je vous ai beaucoup parlé de ça depuis le début de mes cours. Et puis, comme je l'ai dit, aujourd'hui, Deborah Bourkis va parler un peu plus du rôle de la méthylation, surtout dans la lignée germinale. Et donc, je parlais des nucléosomes et les histones qui portent des modifications qui sont mis en place par les facteurs comme Polycom pour H3K27 triméthyle ou Trithorax pour H3K4 triméthyle et 436 triméthyle. Donc, ce sont des modifications plutôt associées à une activité et une ouverture de la chromatine, tandis que ces modifications, K9 et K27 triméthylées, sont plus associées avec une fermeture de la chromatine et ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Et alors, une grande question, toujours, c'est à quel point ces modifications sont importantes pour ces fonctions. J'espère que je vous ai convaincu que dans le cas de Polycom et H3K9, on pense qu'effectivement, ces modifications sont importantes parce qu'ils font partie de ce processus de mémorisation par laquelle une protéine qui va déposer cette modification va aussi être associée à un facteur qui la reconnaît et ainsi on peut propager ces états. Donc la chromatine ouverte, grâce à des facteurs de remodelage qui sont en partie, qui font partie des complexes trithorax, mais d'autres aussi, et avec des modifications qui peuvent faciliter l'ouverture de la chromatine, comme l'acétylation des histones dont je vous ai parlé, qui permet une certaine ouverture ou libération de l'ADN par rapport aux histones, peut permettre une accessibilité plus importante aux facteurs de transcription qui, eux, vont reconnaître de manière spécifique l'ADN et donc à la machinerie transcriptionnelle. Et donc, il y a tout un autre niveau de régulation dont je n'ai pas vraiment parlé, et je ne suis pas sûre que je vais pouvoir entrer dans les détails cette année finalement, mais en tout cas, la chromatine qui peut être plus ou moins condensée dans le noyau, elle est plus ou moins associée avec différentes parties, différentes structures dans le noyau. Donc, ça peut être des structures fixes comme l'enveloppe nucléaire, ou ça peut être des structures qu'on peut appeler des structures biochimiques, des facteurs par exemple de transcription qui font ce qu'on peut appeler des usines de transcription qui permettent peut-être différentes régions de s'associer et qui pourraient faciliter peut-être la possibilité de se transcrire de manière efficace dans le noyau. Donc il y a cette notion d'organisation spatiale de la chromatine dans le noyau qui pourrait aussi être importante. Donc voilà, ça c'est un résumé des différents aspects que je viens de mentionner. Et donc les points essentiels que j'ai déjà évoqués, c'est que la chromatine peut jouer un rôle de barrière, c'est-à-dire pour empêcher que des régions du génome sont exprimées, transcrites de manière aberrante ou réprimées de manière aberrante. Et donc, dans le cas du développement, les facteurs Polycom et Trithorax semblent être effectivement très importants. Dans le cas de l'hétérochromatine constitutive, on pense qu'effectivement les facteurs comme HP1 sont très importants. Et la méthylation de l'ADN, mais qui est présent que dans quelques espèces comme les mammifères. Je vous ai parlé aussi du fait que la mémoire peut être dynamique. En effet, c'est important que cette chromatine soit dynamique parce qu'on a besoin de pouvoir changer d'état au cours du développement ou même face à des changements environnementaux dans un contexte, par exemple, de stimulus hormonal ou autre. Donc, il y a une plasticité liée à la chromatine, mais c'est quand même un défi d'imaginer comment une chromatine dynamique peut néanmoins porter des informations stables tout au long de la vie, dans certains cas, et même à travers des générations. Donc, les états
plus ou moins stables de la chromatine sont mis en place au cours du développement, mais sont aussi reprogrammés. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui un peu. Et une des grandes questions qui intéresse beaucoup le public est à quel point finalement les changements liés à la chromatine pourraient être transmis aux générations suivantes ou est-ce que finalement tout ce qui est mis en place au cours de la vie de quelqu'un est en fait effacé à chaque génération. On pense que c'est plutôt le cas chez les mammifères, mais il y a quelques exemples à étudier. Mais dans d'autres systèmes que je vais mentionner, comme les plantes ou les vers, là, effectivement, on peut avoir des mémoires qui traversent des générations. Et une des questions, c'est quelles sont les marques? Est-ce que c'est comme pour le développement, est-ce que c'est en fait les marques liées à polycométrie thorax? Est-ce que c'est la méthylation de l'ADN? Quelles sont les marques qui peuvent véritablement traverser les générations? Donc, pour commencer avec le développement, ceci est un schéma que je vous avais déjà mentionné ou montré l'année dernière, en fait, quand j'ai parlé de la reprogrammation, où je me suis focalisée en fait sur les différentes étapes de reprogrammation, on va dire naturelle, au cours du développement. Et donc aujourd'hui, je vais l'utiliser pour aborder plus les marques de la chromatine qui peuvent résister à ces étapes de reprogrammation ou pas, et qui peuvent aussi participer à la reprogrammation. Donc, pour vous rappeler, donc à partir de 9 fécondés, au moment de la fécondation, vous allez voir les deux gamètes qui sont extrêmement différenciées, c'est des cellules très spécialisées, doivent en fait perdre leur identité, oublier d'où ils sont venus et permettre leur génome d'être, on va dire, révélé pour pouvoir mettre en place tout un organisme, y compris sa lignée germinale. Donc ici, il s'agit de rendre les deux génomes parentales en totipotence. Donc c'est une étape de reprogrammation extrêmement importante. Ensuite, après les quelques divisions cellulaires, on commence à voir qu'il y a une mise en place de mémoire qui est établie. Donc les différents lignages sont mis en place et doivent être maintenus. Je vais parler un tout petit peu de ça aussi. Il y a une phase de reprogrammation partielle qui a lieu dans ces cellules qui sont les cellules de la masse interne, qui vont former l'embryon proprement dit. Dans les cellules externes de ce blastocyste, et ici je vous montre, pardon, j'aurais dû le dire, ici c'est le cycle de vie qu'on a obtenu chez la souris et qui a des semblances mais n'est pas identique à ce qu'on trouve dans d'autres mammifères. En tout cas, à ce stade blastocyste, les cellules de la masse interne deviennent ce qu'on appelle pluripotentes et donc en fait reprogramment partiellement certaines décisions qu'elles ont prises ou un état qu'elles ont avant, pendant les stades préimplantatoires, afin de pouvoir former l'embryon et la lignée germinale. Et donc les cellules qui se trouvent à l'extérieur de ce blastocyste vont former, les tissus extra-embryonnaires, le placenta. Et donc là, c'est un autre programme qui doit être mis en place et maintenu jusqu'à la naissance. Et une dernière phase de reprogrammation majeure a lieu dans justement les cellules de la lignée germinale. Donc, contrairement à ce que Weissman avait proposé, et ça j'en ai parlé l'année dernière pendant mes cours, la lignée germinale, en fait, elle est mise en place pas dès le départ, mais chez les mammifères, en tout cas, relativement tardivement. Donc, en fait, ces cellules qui vont former la lignée germinale, qui doivent produire des gamètes, en fait, doivent effacer leur mémoire de cellules somatiques, reprogrammer pour devenir donc des cellules de la lignée germinale. Donc, ça, c'est une phase de reprogrammation majeure où on pense qu'on peut vraiment effacer la majorité des modifications épigénétiques qui sont mises en place et remettre en place des nouvelles modifications. Et ici aussi, nous pensons qu'effectivement, des modifications épigénétiques, on va dire des accidents qui ont lieu, peuvent aussi être effacés à ce stade important. Alors, je vais revenir sur ça parce que finalement, même là, il y a peut-être des séquences qui peuvent échapper à cette grande phase de reprogrammation. Donc voilà, ça c'est en fait tout ce que je vous avais dit. Et dans la lignée germinale, bien sûr, ce qu'il faut, c'est préparer donc les gamètes pour la prochaine génération. Donc, je vais commencer avec ce qui se passe justement
au cours de la spermatogenèse et l'ovogenèse pour former le zygote. Je vais vous parler très brièvement en fait de ces étapes-là. Au niveau de la chromatine et les changements chromatiniens, en fait, relativement peu de choses sont connues pour l'ovogenèse. Nous savons qu'il y a des modifications, et donc je vous rappelle que dans la lignée germinale, bien sûr, il y a le processus de méiose où effectivement le génome doit être dupliqué et divisé afin de produire les gamètes qui chacun portent un jeu de chromosomes de chaque parent. Mais donc, pour que ce système soit mis en place, il y a clairement des contrôles extrêmement précis pour permettre cette chorégraphie extrêmement importante de la méiose. Et donc les changements qui sont liés à ces étapes sont peu connus. En tout cas, nous savons qu'effectivement, au cours de l'ovogenèse, il y a un certain nombre de modifications qui sont mises en place dans les gamètes pour que l'ovocyte soit déjà marqué d'une certaine façon. Pour la spermatogenèse, là, les choses sont un tout petit peu plus comprises et je ne vais pas vous parler en détail des étapes des méioses non plus. Je pense que peut-être Déborah va mentionner un petit peu les différentes étapes ici. Mais je vais vous parler de cette étape qui va produire donc les spermatozoons pour vous montrer à quel point il y a des changements au niveau de la chromatine et que c'est assez difficile d'imaginer qu'effectivement, après la reprogrammation qu'il y a dans la lignée germinale pour la mise en place des gamètes, comment on peut porter des informations une fois qu'on produit donc des spermatozoons qui ont une chromatine très particulière et qui doit en fait être défait au moment de la fécondation. Et donc, pour vous expliquer ça, donc ici, je commence avec cette étape qui est les spermatides rondes. Donc, ça, c'est à la fin, en fait, de la méiose. Une fois que la méiose est faite, nous savons qu'en fait, la chromatine change radicalement. Au lieu d'être associée aux histones, elle devient associée à ce qu'on appelle des protamines. Mais pour que cet échange soit fait, et l'intérêt de cet échange, en fait, c'est surtout pour impacter le génome paternel dans un espace, un volume extrêmement petit qui est la taille du noyau d'un spermatozoon. Donc on pense que là, le degré de compaction requis pour le génome il est estimé à 6 fois plus même d'un chromosome en mitose. Et la taille donc du noyau dans un spermatozoïde est extrêmement petit, dans l'ordre de microns, donc beaucoup plus petit que la taille du noyau qu'on trouve dans un ovocyte, par exemple. Donc en fait, il y a une compaction très importante qui a lieu, probablement pour pouvoir justement permettre le long voyage que le sperme doit accomplir avec son paquet d'informations précieux. Et donc, en fait, c'est fascinant, ces protéines, en fait, les protamines, qui s'associent à l'ADN de manière encore plus efficace et avec une affinité encore plus importante que les histones. Et l'affinité est telle qu'en fait, on créait ce qu'on appelle les toroïdes, des sortes d'anneaux qui en fait consistent environ 50 kilobases. Donc 50 000 paires de bases d'ADN sont entourées, embobbinées grâce à cette association à des protéines. Et donc la structure qui est produite est quasiment cristalline. En fait, c'est presque comme un cristal. Donc cette compaction, comment est-ce qu'on arrive à partir d'une chromatine, on va dire, quasi normale, avec des histones dans les nucléosomes qui portent un certain nombre de modifications à cet état-là. En fait, les étapes sont relativement bien comprises maintenant, même si les mécanismes exacts ne sont pas encore bien définis. Mais on sait qu'il y a un échange, une éviction des histones, on va dire, classiques, des corps histones, pour des variants d'histones de manière transitoire. Et donc ces variants d'histones sont présents que dans le testis et qu'au cours de la spermatogenèse, donc pour la plupart. Donc déjà, les histones sont éliminés pour ces variants. Et ces variants, en fait, sont ensuite associés à une acétylation. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine
ou ce qu'on sait en fait dans des cellules somatiques ou au cours du développement, dans ce cas-là, cette acétylation, en fait, elle va être associée avec une compaction de la chromatine. Mais on pense que son rôle, cette acétylation qui a lieu de manière transitoire, est là pour permettre l'association avec des facteurs qui contiennent des bromodomaines. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'acétylation de l'histone H3, par exemple, qui peut s'associer à ce bromodomène. Et donc, il y a certaines protéines qui peuvent aller reconnaître cette acétylation. Et on pense que cette association avec des protéines à bromodomène est importante pour l'étape qui va arriver à la suite, où il faut en fait éliminer ces histones de manière complète pour incorporer des nouvelles protéines, qui sont des protéines très particulières, les protéines de transition, et qui sont présentes que très temporairement. Et même si on ne comprend pas très bien leur rôle exact, clairement, elles sont essentielles pour la dernière étape, qui est de permettre l'incorporation des protamines qui sont exprimées que, bien sûr, au cours de la spermatogenèse. Donc les protéines qui sont exprimées et présentes doivent être incorporées avec l'éviction de ces protéines de transition qui jouent un rôle donc, dans cette élaboration, incorporation de ces facteurs. Et là, de manière peut-être assez étonnante, on sait qu'il y a un facteur qui est important pour cette incorporation, c'est le chaperone. Je vous avais parlé des chaperones des histones au cours de la réplication de la chromatine. Donc Ca1 est important justement pour dupliquer certains états hétérochromatiques au cours de la réplication des cellules. Ici, il n'y a pas de réplication, mais Ca1 semble jouer un rôle justement pour accompagner l'excision ou l'éviction des protéines de transition et l'incorporation des protamines. Donc on arrive avec cet ADN extrêmement compacté, condensé, embobiné avec des protamines. Est-ce que c'est tout? On pense que clairement, il y a autre chose maintenant. Pendant des années, on pensait qu'effectivement, le sperme était relativement inerte par rapport à son état chromatinien. Mais depuis quelques années, on réalise qu'en fait, malgré toutes ces étapes d'éviction, incorporation, etc., il reste quand même quelques nucléosomes. Et je vais vous parler un tout petit peu aujourd'hui de ces nucléosomes et revenir sur ça la semaine prochaine. Donc il y a quelques régions du génome qui, dans le sperme, arrivent à maintenir leurs nucléosomes. Et peut-être aussi, il y a des régions qui sont associées avec d'autres facteurs, mais là, c'est encore assez inconnu. Peut-être des facteurs de transcription ou même avec des ARN, des petits ARN codants ou non codants. En tout cas, il n'y a pas grand-chose vu la taille du sperme, c'est relativement inerte, mais il y a quand même de la place pour quelques éléments qui pourraient être les porteurs d'informations qui pourraient jouer un rôle au cours du développement et qui pourraient aussi être porteurs d'informations épigénétiques à travers les générations. Voilà, donc là c'était pour vous montrer un peu la manière que, donc ici il s'agit des protamines de manière très schématique, donc la plupart du génome est embobiné avec les protamines, mais il reste des régions qui sont beaucoup plus petites, donc on imagine qu'il y a de 1% à 10 ou 15% du génome qui maintient quelques histones ou quelques nucléosomes. Donc voilà, le sperme arrive dans cet état avec son génome très compacté en forme de chromatine très particulière. Et l'œuf, lui, arrive avec tout un autre bagage extrêmement important pour le déroulement du développement. Donc l'ovocyte, en fait, c'est un énorme trésor, ou est rempli de trésors pour permettre non seulement de défaire, on va dire, l'état compacté du sperme, du noyau qui vient du sperme, mais aussi qui permet la mise en place de tout le programme développemental au moment de la fécondation. Ce qui est déclenché, c'est l'utilisation de tous les facteurs qui sont présents dans l'ovocyte, qui est énorme, et donc qui contient beaucoup d'ARN maternels, des ARN messagers qui ne sont pas encore traduits et qui sont là prêts justement à prendre
action après la fécondation, et aussi des protéines qui sont là, qui jouent des rôles essentiels pour la mise en place du programme, avant que les deux génomes soient exprimés, avant ce qu'on appelle l'activation zygotique. Donc l'activation zygotique, c'est le moment où l'activation du génome embryonnaire, c'est le moment où effectivement les deux génomes paternels et maternels peuvent se mettre à l'œuvre et commencer à exprimer leurs gènes. Mais il y a une période qui est plus ou moins longue en fonction des espèces, où en fait il n'y a pas d'expression génique, il n'y a pas de transcription, et donc c'est en fait le pool maternel qui assure cette phase du développement et qui permet de mettre en place l'activation zygotique de manière correcte. Et donc, ce qui se passe au moment de la fécondation, comme je l'ai mentionné, c'est qu'effectivement, la machinerie, des machineries que je vais vous mentionner dans un instant, maternelles sont présentes pour défaire les protéines, les éjecter et faire rentrer donc, des histones, cette fois-ci maternelles. Donc, c'est les histones maternelles qui sont présents en très grande quantité dans l'ovocyte qui sont utilisées pour créer le nouveau génome paternel. Et tout ça bien avant la première division, la première réplication, et aussi bien avant l'expression des génomes. Donc, très rapidement, en quelques heures, les protéines sont éliminées et les histones maternelles sont incorporées. Alors, il y a, comme je l'ai dit, quelques histones qui résistent, qui sont présents dans le pronoyau mâle. Et de manière intéressante, on pense qu'effectivement, ils peuvent même résister à cette étape de reprogrammation radicale. Il y a des données qui suggèrent qu'effectivement, eux, ils restent en place, même si tout le reste est changé. Et donc, cette première phase du développement est extrêmement rapide et élaborée parce que, comme je l'ai dit, après la fécondation, il faut que le pronoyau mâle soit rendu capable de passer la réplication. Donc, il faut éliminer effectivement les protéines, le mettre en état de nucléosome avec des histones. Et il faut passer la première phase S et la première division cellulaire et avec deux génomes qui sont liés à la chromatine mais qui sont quand même différents au niveau de leur marque. Alors, le pronoyau femelle, maternel, lui, il garde un certain nombre de marques qui étaient déjà présents dans l'ovocyte. Par exemple, le génome maternel est associé à des modifications comme la méthylation de la lysine 9 de l'histone 3 que vous connaissez maintenant, et aussi la triméthylation de la lysine 27 de l'histone 3. Donc, il y a une présence de ces modifications et donc peut-être des protéines qui vont avec dans le pronoyau femelle, maternel. Par contre, dans le pronoyau mâle, vu cette étape de protéines qui sont remplacées par des histones, là, il y a clairement une phase où il n'y a pas grand-chose en fait. Et donc, les histones qui arrivent sont acétylées dans certains cas. Et donc, cette acétylation, elle peut être soit renforcée, soit éliminée. Et petit à petit, le pronoyau mâle, il va acquérir des modifications comme H3K9 et H3K27 triméthylés grâce aux facteurs maternels qui sont présents pour les mettre en place. L'autre chose qui change de manière dramatique à cette étape, ou pendant ces premières étapes de développement, c'est la méthylation de l'ADN. Donc, en fait, les deux génomes arrivent dans un état relativement méthylé et vous allez voir qu'effectivement, dans les cas du génome paternel, il y a une perte de la méthylation qui est probablement active et passive. Cette perte peut passer par en fait, une modification de la méthylation de la cytosine à une hydroxyméthylation. Je vous en avais parlé un tout petit peu de ça dans les cours précédents et beaucoup l'année dernière. Donc il y a cette perte, on va dire, de cette modification dans la globalité du génome, mais il y a certaines régions qui maintiennent quand même la méthylation, et ça c'est très important parce qu'il y a des marques qui doivent quand même être maintenues, comme pour en particulier les régions qui sont soumises à l'empreinte. Et dans le cas du génome maternel, la méthylation, elle est aussi perdue, mais de manière probablement plus passive au cours des divisions à ces étapes précoces.
Donc voilà, on a une situation où au départ il y a une grande asymétrie entre les deux génomes, paternel et maternel, et leur chromatine associée, qui petit à petit devient, on va dire, homogénéisée, mais qui est quand même néanmoins extrêmement dynamique au cours de ces premières étapes. Et alors, on ne sait pas en fait si cette asymétrie est essentielle ou importante en fait pour la suite des événements. En tout cas, c'est clair qu'il y a certains aspects qui posent des problèmes par rapport à la mise en place des états, comme par exemple pour l'hétérochromatine, l'absence des modifications et de la chromatine associée à l'hétérochromatine constitutive, par exemple, dans le pronoyau mâle, soulève la question de comment ceci est mis en place plus tard. Donc ici, il ne faut pas avoir peur, c'est juste la même chose que je vous montre, mais cette fois-ci, je voulais vous montrer dans un peu plus de détails les facteurs et les histones et leurs modifications qui sont présentes. Donc ici, c'est l'ovocyte, ici, c'est le moment après la fécondation, donc l'ADN en présence de nucléosomes quand il s'agit du pronoyau femelle. Et dans le cas du sperme, comme je l'ai dit, il y a l'ADN empaqueté en protamine dans ces formes de toroïdes extrêmement condensées. Et donc, juste après fécondation, on a cet état, et puis 6 heures plus tard, on voit déjà que effectivement le génome paternel est maintenant en présence des histones. Et donc, on sait qu'effectivement, pour les marques chromatiniens associés au génome maternel, il y a un certain nombre qui sont déjà présents, comme je l'ai mentionné, H3K9 triméthylé. Et pour les marques associées au génome paternel, là, effectivement, on enlève tout ou quasiment pour remettre, dans ce cas-là, la plupart des histones qui sont mis en place, tous sont maternels. Et dans le cas du génome paternel, c'est surtout le variant H3.3. Et ça, c'est un point important. J'ai déjà mentionné que les différents variants de H3 semblent avoir des rôles assez différents. H3.1, c'est le variant qui est mis en place au cours de la réplication. H3.3 est plutôt associé avec une incorporation dans les régions qui sont activement transcrites. Donc ici, en fait, cette incorporation, elle arrive avant la transcription, mais peut-être est important pour préparer justement la chromatine pour l'activation zygotique qui aura lieu. En tout cas, l'incorporation d'H3.3 est suivie par toute une série de modifications différentes qui, eux, sont mises en place grâce à ce pool que j'ai mentionné de protéines et ARN que la mère apporte dans l'ovocyte. Donc, en fait, l'ovocyte contient des méthyltransférases pour l'ADN, contient les facteurs de polycom et de trithorax, contient aussi HP1 et les histones. Donc, et puis, comme je l'ai mentionné, il y a ces phases de démathylation très rapides pour le génome paternel, associées justement à ce moment de remplacement des protamines par des histones, et plus lent et plus passif côté maternel. Donc, comme j'ai dit un tout petit peu, comment on met en place des états d'hétérochromatine? J'ai passé beaucoup de temps lors des 2 premiers cours à vous décrire l'euchromatine, l'hétérochromatine, les différences. Et je vous avais parlé beaucoup de l'hétérochromatine constitutive qui est associée à des régions, par exemple, péricentriques, à côté des centromères. Et donc cet état semble être stable tout au long de la vie, tout au long des divisions cellulaires. Mais il y a un moment de la vie où cette hétérochromatine ne semble pas être présente. Et c'est justement à ce stade-là, au moment de la fécondation et juste après. Et là, clairement, l'état chromatinien est extrêmement différent. Ici, je vous montre, c'est juste l'ADN qui est coloré ici, et donc les régions hétérochromatiques sont plus blanches, hein, et les régions euchromatiques sont plus noires. Et ici, vous voyez donc dans le zygote, donc le fécondé, au moment où effectivement il y a le pronoyau femelle et le pronoyau mâle, on n'a pas du tout des régions hétérochromatiques dans des grands focus ou des grandes régions comme on voit dans les cellules somatiques. Tout ça, ça se met en place un peu plus tard. On commence à les voir former vers le stade 4 cellules. Et comme je l'ai dit, le pronoyau mâle, il arrive sans les marques qui sont associées à cette hétérochromatine constitutive.
Donc, je vous ai parlé pas mal de ce cycle de mise en place et réplication de l'hétérochromatine constitutive. Donc, nous avons donc, les enzymes comme SUV39 qui sont là pour modifier l'histone H3K9. Et cette enzyme, elle est capable de s'associer avec la protéine HP1. HP1 est elle, capable de s'associer avec cette marque modifiée. Et donc, une fois qu'on a mis en place ce système, c'est relativement facile de le propager au cours des divisions cellulaires. Mais pour le mettre en place au départ, s'il n'y a pas de méthylation d'H3K9 et s'il n'y a pas la présence d'HP1 dans ces régions, comment faire? Et en fait, on a compris, et ça, non seulement chez les mammifères, mais dans d'autres systèmes, surtout dans le système de la levure que Robin Alscher vous a présenté l'autre jour, on pense que les ARN ou la transcription et les ARN non codants pourraient jouer un rôle dans ces premières étapes. Et dans le cas de Pombe, en tout cas, peut-être à chaque cycle, il y a un besoin d'expression de ces régions répétées pour produire des ARN qui jouent un rôle justement dans ce boucle de mise en place et de propagation d'hétérochromatine. Donc, dans le cas du zygote chez les mammifères, ce qui a été montré il y a quelques années par différents groupes, y compris le laboratoire de Geneviève Almouzny, c'est qu'en fait, il y a une expression qui arrive des séquences satellites juste après la fécondation, lors de ces premiers stades, donc entre 2 et 4 cellules. Et cette expression qui produit de l'ARN pourrait jouer un rôle justement pour permettre le recrutement et la mise en place de cette hétérochromatine constitutive. Mais donc, ce qui a été compris, c'est que contrairement à la situation dans les cellules somatiques où on n'a pas besoin d'évoquer H3K27 triméthyle et polycom, dans le cas de l'embryon précoce chez les mammifères, en fait, on pense que cette modification est importante. Et il y a eu différentes études qui ont montré qu'effectivement, à ces étapes très précoces, en fait, il faut une modification de la lysine 27 de l'histone H3.3. Donc là, c'est l'histone H3.3 qui vient de la mère, qui est mis en place dans le génome paternel, dans la chromatine paternelle. Et en fait, c'est le pool maternel de PRC2, de polycom, qui méthyle cet histone. Et cette forme H3.3 lysine 27 triméthylée, en fait, semble essentielle pour permettre l'hétérochromatine péricentrique à se former. Donc, c'était un résultat, on va dire, assez surprenant et assez étonnant. Mais en fait, il y a eu des études extrêmement précises qui ont montré que c'est vraiment important parce que, par exemple, si une mutation est introduite dans cette lysine d'H3.3 dans ces stades précoces du développement, là, clairement, l'hétérochromatine péricentrique n'est pas mise en place correctement et il y a une ségrégation aberrante des chromosomes liée probablement à des effets sur les centromères et il y a un arrêt développemental très précoce. Donc, en fait, on pense qu'effectivement, la modification de H3.3 par polycom est essentielle pour permettre la mise en place de l'hétérochromatine constitutive. Et donc les étapes qui suivent sont en cours d'investigation, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut cette première modification afin de permettre HP1, H3K9, etc. de venir. Et d'autres exemples, et là je vous cite que quelques-uns parce qu'il y a énormément maintenant, et en fait on est à un stade pour ces études où on essaie de décortiquer qui fait quoi, comment et pourquoi. Et donc je vous ai parlé quand même de polycom la semaine dernière. Il a été montré qu'effectivement les protéines du complexe PRC2, et là c'est donc les protéines RING1 et RNF2 qui sont des ubiquitines ligases qui modifient histone H2A. Ces deux facteurs, le pool maternel de ces facteurs est absolument essentiel pour la mise en place du programme développemental. Et sans ces facteurs, en fait, il y a un arrêt au stade de cellule. Il y a aussi des variants d'histone que je n'ai même pas mentionné, mais qui sont présents dans le pool maternel et qui sont absolument essentiels pour l'activation du génome paternel. Donc, même s'il y a le pool maternel H3.3 que j'ai mentionné, au niveau des histones H2A et H2B, clairement, il y a des formes très spécifiques qui sont présentes à ces stades-là et qui doivent être mis en place pour que le génome paternel soit correctement activé et aussi pour cette phase de déméthylation qui a été décrite. Et puis, pour les facteurs trithorax,
là c'est clair que ces facteurs jouent des rôles absolument essentiels. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, si quelqu'un dit, ben, en fait, l'épigénétique n'est pas important pour les premières étapes du développement ou pour le développement, c'est juste des phénomènes qui sont associés, par exemple, à l'inactivation du X ou l'empreinte, là, il y a du matériel pour montrer que c'est vraiment important que la chromatine est correctement mise en place pour que le développement se passe. Et donc ici, je vous montre, c'est un extrait d'un papier qui montre avec des délétions conditionnelles d'un des facteurs trithorax MLL2 que j'ai mentionné la semaine dernière, qui a aussi une activité histone méthyltransférase pour H3K4 triméthine. Donc l'absence de MLL2 est d'abord essentielle pour l'ovogenèse. Donc, si on le délète très tôt dans les cellules primordiales qui vont former qui vont mettre en place l'ovogenèse, en fait, on a un arrêt de l'ovogenèse. Et si on délète MLL2 un peu plus tard, là, on voit qu'il y a un arrêt très précoce aussi, juste après fécondation. Donc, on a besoin de trithorax et ce type de machinerie tout au long de ces étapes. Et des études récentes de différents labos montrent que dans différents stades ou dans différents tissus où trithorax est délété, on voit des dérégulations importantes et des dysfonctionnements qui peuvent arrêter le développement. Donc, là, j'ai décrit un tout petit peu ces premières phases où il faut mettre en place l'embryon. Et là, je vais vous parler de manière bref des étapes d'après. Donc, quand l'embryon va commencer à définir les différents lignages, quand le destin des cellules commence petit à petit à devenir figé. Donc on sait que jusqu'au stade 4 cellules, en tout cas chez la souris, il y a une certaine plasticité, même s'il y a peut-être des tendances d'une cellule par rapport à l'autre de prendre une décision plus tard de devenir trophectoderme ou masse interne et donc embryon. On pense que globalement, effectivement, à ce stade, les 4 cellules sont relativement interchangeables, mais commencent à réduire cette interchangeabilité, certainement, parce qu'elles commencent à fixer leur destin. Et donc, il y a les événements qui doivent déclencher, on va dire, ce destin cellulaire ou cette détermination cellulaire. En fait, sont par exemple le fait au moment de la compaction où il y a un processus qui va justement permettre des cellules externes d'être en association différente par rapport aux cellules internes. Donc les voies de signalisation commencent à être vraiment comprises pour ces étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est que les cellules commencent donc à avoir différents signaux. Les cellules intérieures n'auront pas les mêmes signaux que les cellules externes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes associations, les mêmes voisinages, on va dire. Et donc, c'est là où il commence à voir les différences dans les programmes génétiques qui sont mis en place. Donc, les cellules externes vont former le trophectoderme, que j'ai mentionné, qui va former donc les tissus extra-embryonnaires. Et les cellules internes vont former l'épiblaste, donc l'embryon proprement dit, plus une partie des tissus extra-embryonnaires qui s'appelle l'endoderme primitif. Et donc, on sait qu'il y a des facteurs de transcription absolument clés pour cette mise en place, mais on sait aussi qu'ils collaborent quand même avec les facteurs chromatiniens. Donc, il y a des étapes plus ou moins permissives qui sont mis en place à cette étape pour que ces facteurs puissent agir. Donc, c'est un lien extrêmement proche et difficile en fait à distinguer. Donc, il faut les facteurs de transcription pour les décisions, mais en même temps, il faut une chromatine propice pour que certaines régions du génome, certains gènes soient activés ou inactivés. Et donc ici, pour ceux qui sont intéressés, voilà la liste des facteurs de transcription qui semblent jouer un rôle au cours de ces premières étapes. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière parce que parmi ces facteurs, évidemment, il y a les facteurs de pluripotence qui font partie des facteurs qui peuvent reprogrammer une cellule somatique en cellule pluripotente. Mais au cours du développement précoce, ces facteurs jouent un rôle justement de la mise en place des cellules qui vont former la masse interne, mais aussi les cellules externes. Et donc, il y a une expression différentielle. Certains de ces facteurs sont présents très tôt au cours du développement, d'autres sont activés plus tardivement. Et donc, en fait, on pense que
à partir d'un état relativement permissif de chromatine, au stade 2-4 cellules, petit à petit, il y a un empêchement de certains agents pour l'accès à certains de ces facteurs de transcription. Et ces facteurs de transcription vont affecter l'état de la chromatine en apportant de la machinerie au cours du développement. Donc en fait, comme j'ai dit, c'est une chorégraphie et collaboration assez étroite qui est en train d'être démêlée grâce à la génétique précise. Mais ce qui est important, c'est que quand on arrive au stade blastocyste, là, on sait qu'il y a certaines décisions qui ont été prises et qu'il y a des lignages où, par exemple, la méthylation de l'ADN de certains facteurs, comme ELF5, sont là pour justement empêcher un changement d'identité, une différenciation aberrante entre trophectoderme et masse interne et épiblaste. Donc petit à petit, il y a une héritabilité qui est mise en place. Alors est-ce que les facteurs de la chromatine sont importants pour cette héritabilité? Nous pensons que oui. Et alors je vais vous montrer juste une diapositive qui montre les étapes qui suivent pour justement les tissus extra-embryonnaires, où on peut étudier avec des mutants conditionnels des différents facteurs. Et là, effectivement, à partir du blastocyste, je vous montre à chaque étape les facteurs qui ont été impliqués dans un rôle dans le maintien et on va dire la différenciation des différents lignages extra-embryonnaires. Et comme vous voyez, effectivement, il y a des méthyltransférases, il y a des histones. Polycom est important. Je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, que pour l'inactivation du X, par exemple, on sait que Polycom semble être essentiel pour le maintien de cet état justement dans les tissus extra-embryonnaires et dans les cellules du trophoblaste géante. On sait aussi qu'il y a d'autres modificateurs de H3K9 et aussi la méthylation qui semble aussi être important à des stades un peu plus tardifs. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, petit à petit, on commence à comprendre comment, avec les facteurs de transcription qui mettent en place un certain nombre de décisions, différents acteurs chromatiniens semblent être là pour figer cet état. Et dans le cas de Polycom ou de la méthylation de l'ADN ou de la modification H3K9, ce que j'ai présenté dans mes premiers cours, donc ce qui se passe au cours de la réplication, au cours des divisions cellulaires, c'est ça la mémoire en fait chromatinienne qui est important pour maintenir ces identités extrêmement diverses de ces cellules et permettre l'élaboration du programme de continuer de façon exacte sans qu'il y ait une perte, on va dire, d'identité et donc une prolifération ou arrêt de prolifération aberrante de certaines cellules à certains stades. Et donc là, c'est que pour les aficionados qui sont intéressés, c'est une liste des différents mutants qui ont un phénotype au cours du développement, que ce soit dans les voies H3K9 méthylées, H3K27 méthylées ou méthylation de l'ADN. Et en fait, cette liste, elle est loin d'être complète. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, les mammifères, ce sont des organismes complexes et en fait, il y a beaucoup de facteurs impliqués, non seulement dans la mise en place des programmes génétiques, mais aussi dans le maintien. Et donc là, c'est le travail gigantesque, on va dire, de plusieurs groupes qui travaillent sur différents systèmes modèles, et ça, il faut le souligner. On n'aurait jamais pu identifier l'importance de ces facteurs si on ne pouvait pas travailler sur des organismes modèles comme la souris. Chez l'humain, c'est beaucoup plus difficile de faire ce type d'études génétiques sur le développement. Mais en tout cas, on commence à comprendre justement comment, effectivement, on met en place des programmes et on peut les maintenir. Et comment tout ça peut être perturbé dans des situations comme le cancer, que j'ai mentionné aussi lors de plusieurs de mes cours. Donc pour revenir à un schéma plus simple, je voulais vous montrer un ou deux exemples de transition. Et surtout chez les mammifères, je vous avais dit que chez la drosophile, l'idée c'est qu'au cours du développement, les facteurs de transcription qui sont importants mettent en place des expressions des gènes OX et qui jouent justement un rôle important dans le plan de l'embryon et de l'organisme qui arrive plus tard. Et en fait, l'idée, c'est que les facteurs Polycom et Trithorax
arrive après pour figer un peu cette expression ou cette inactivation de différentes batteries de gènes. Alors, chez les mammifères, on commence à réaliser, et c'est peut-être aussi le cas chez la drosophile, qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'un état on-off, hein, que les gènes sont là, exprimés ou pas exprimés, et c'est fini. Il y a donc au cours du développement des étapes, on va dire, de plasticité et d'ouverture. Et il faut ces étapes, comme je l'ai dit, parce qu'il faut une plasticité afin de pouvoir changer de programme d'expression génique si nécessaire dans certaines situations. Donc ici, je vous montre de manière très schématique ce qu'on imagine pour une cellule pluripotente, comme une cellule de la masse interne que je viens de vous montrer, où là, effectivement, tout est possible, ou quasiment. La chromatine est relativement ouverte. Et il y a des facteurs de transcription qui sont présents pour gérer l'état pluripotent, donc MOCT4, SOX2, NANOG, etc. Et la chromatine, elle est dans un état peut-être, enfin une partie, dans un état qu'on peut appeler bivalente, où elle a des marques inactives associées à polycom et des marques actives. Donc en fait, cet état n'est pas forcément un état exprimé ou pas fortement exprimé, mais c'est un état d'attente, de préparation pour ce qui va venir par la suite. Et donc l'idée, c'est qu'au moment où on va commencer à différencier ou développer, si c'est un embryon, ou différencier une cellule OS s'il s'agit d'une cellule OS, là, on va commencer à prendre des décisions en fonction des facteurs de transcription qui arrivent, qui sont exprimés, qui s'expriment à cause des signaux qui arrivent. Et donc, ces facteurs de transcription vont être incapables de s'associer à certaines régions et capables de s'associer à d'autres. Et l'idée du développement précoce, c'est qu'en fait, il y a un état d'une certaine permissivité, mais qui n'est pas figé. Et donc, on pense que pour passer de cet état inactif à un état actif, il faut en fait une combinaison d'acteurs à laquelle j'ai fait allusion la semaine dernière. Donc, en fait, il faut des complexes polycom et trithorax peut-être qui travaillent aux mêmes endroits pour justement défaire les marques inactives et permettre une activation. Et puis, il y a d'autres régions du génome qui, eux, ne doivent absolument pas être activées. Et donc là, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'avec la différenciation, les marques, on va dire, assez plastiques comme polycom, petit à petit, sont de plus en plus figées, par exemple, chez les mammifères, grâce à des modifications comme la méthylation de l'ADN. Et donc, ces états-là deviennent, on va dire, répressifs de manière quasiment constitutive, ne sont pas facilement réversés, sauf dans des conditions particulières comme la lignée germinale. Donc, en fait, il y a ces différentes étapes et donc, comme je l'ai dit, cet état complètement inactif peut être acquis, mais dans une situation où on doit activer un gène, ce qui a été démontré de plus en plus, c'est que même si polycom peut être présent avec des marques déposées comme la méthylation de la lysine 7 et l'ubiquitination d'H2A, en fait, il y a des complexes trithorax et d'autres complexes de remodelage qui peuvent aussi être présents et qui peuvent être recrutés pour enlever ces marques. Et donc, soit on peut avoir une situation où on passe d'un état réprimé à un état activé avec l'arrivée de facteurs de transcription, soit les deux complexes peuvent être là et il y a une sorte d'équilibre qui est toujours présent. Et donc, par exemple, les déméthylases qui enlèvent la méthylation de l'histone H3, comme UTX, que je pense que j'ai mentionné brièvement la semaine dernière, mais que je vais vous décrire un peu plus. Donc, il y a des histones déméthylases qui sont présents et qui sont recrutés justement pour faire basculer un gène ou une région d'un état inactif grâce à polycom, par exemple, à un état complètement actif. Et donc, ces déméthylases sont présents aussi avec d'autres facteurs, MLL, comme je l'ai mentionné, qui est une histone méthyltransférase pour H3K4, et puis d'autres facteurs qui sont des facteurs de remodelage, qui sont là pour ouvrir la chromatine et permettre à la machinerie de transcription d'arriver. Et donc tout ça est, comme je l'ai dit, en équilibre avec les complexes polycom. Donc, comment on arrive à faire sortir l'état inactif et polycom pour faire arriver trithorax, c'est ça toute la question. Donc, cet équilibre, comment on arrive à la faire basculer au moment où il faut qu'une décision soit prise. Et je pensais que je pouvais vous montrer un exemple qui est très élégant et qui est un des exemples plus étudiés, on va dire, chez les mammifères.
c'est ce qui se passe au cours du développement du cœur, le développement cardiaque, où là, les facteurs de transcription et les facteurs chromatiniens commencent à être vraiment bien compris. Et on sait qu'il y a des gènes très spécifiquement exprimés pour que le cœur se développe correctement. Mais pour activer ces gènes qui sont en fait pas actifs tôt au cours du développement ou au cours de la différenciation, comment faire en fait pour activer ces gènes? Ils sont prêts à être activés, mais pas encore transcriptionnellement actifs. Donc il y a des facteurs de transcription, il y a des complexes de remodelage et il y a des complexes associés à des méthyltransférases et des méthylases. Et ici, je vous montre de manière schématique ce qui est connu, mais avec des facteurs très précis. Donc en fait, on sait que les facteurs de transcription comme TBX5 sont extrêmement importants pour activer ces gènes spécifiques, spécifiquement cardiaques. Et ici, c'est la première fois, je pense que je vous montre ça. Je me suis dit, c'est important quand même de vous montrer. Voilà un facteur de transcription qui est lié à son ADN, pour vous montrer la beauté en fait de cette reconnaissance entre les acides aminés d'une protéine et les bases de l'ADN. Donc ici, c'est la double hélice, et ici, de manière plus approfondie, enfin, je n'arrive pas à le lire ici, mais en tout cas, le cible de cette protéine TBX5 est montré ici, donc c'était et ici, vous voyez comment différents acides aminés s'associent justement avec ce site de manière extrêmement précise. Donc nous comprenons effectivement que c'est ce type de facteur qui est essentiel pour que le programme cardiaque soit mis en place, mais comment ces facteurs arrivent dans des régions qui sont initialement inactifs, associés à H3K27 triméthylé et polycom. Et c'est là où on pense qu'effectivement, il y a des facteurs de déméthylase qui doivent participer. Et on sait que c'est important parce qu'effectivement, quand on délète cette déméthylase, UTX, on voit qu'il y a une mise en place ou un développement cardiaque aberrant. Donc on sait que cette déméthylase essentielle, et elle, comment elle marche, en fait, elle est apportée aux bonnes régions grâce à la présence de ces facteurs de transcription et à cette machinerie de remodelage, donc les complexes qui vont ouvrir la chromatine pour permettre une meilleure accessibilité de la machinerie de transcription. Et donc, TBX5 et les autres facteurs s'associent de manière très spécifique du génome. Elles apportent aussi cette capacité d'ouvrir la chromatine et apportent aussi cette activité de déméthylase. Et donc ici, je vous montre la protéine UTX associée à l'histone H3 que vous voyez ici en jaune, et en particulier la méthylation de la lysine 27, vous voyez ici, est dans le domaine catalytique de la protéine, donc entourée en rouge. Et donc en fait, cette protéine, quand elle s'associe à H3K27 triméthyle, elle va éliminer cette modification. Donc voilà, ça c'est montré ici de manière très schématique. Effectivement, il y a l'élimination de cette modification, et on pense qu'effectivement, l'absence de H3K27 triméthyle peut donc induire la perte progressive, plus ou moins rapide, de PRC2, et donc encore plus libérer la région pour qu'il y ait une expression. Donc voilà de manière très synthétique ce qui se passe au niveau de certains gènes cardiaques, mais c'est le système où, je dirais, il y a le plus d'études génétiques et développementales qui montrent qu'effectivement, c'est ça l'ordre des choses. Facteur de transcription, remodelage de la chromatine pour permettre une ouverture et changement de l'état chromatinien pour vraiment permettre le démarrage de la transcription pour les régions qui étaient initialement inactives. Et donc, dans d'autres situations, pour la différenciation, se bascule entre une situation associée à polycom à une situation associée à trithorax. Elle peut arriver en fait progressivement où en fait on va recruter UTX à des régions associées comme les gènes OX en fait justement, et donc en fait on va éliminer progressivement polycom de ces régions-là. Dans d'autres situations où peut-être le changement est beaucoup plus rapide parce que par exemple dans les cas d'inflammation où il faut activer un gène de manière très spécifique, là on pense qu'il y a des promoteurs qui sont entourés par les deux marques qui sont associés et à polycom et à trithorax et à H3K4 triméthyle.
Donc, comment ces deux complexes sont présents sans qu'il y ait déméthylation d'H3K27-triméthyle? En fait, il a été montré que le complexe MLL, il n'est pas associé avec une déméthylase dans cette étape-là, ou pas de manière importante, de façon stoichiométrique, mais qu'avec l'activation de ce signal, il y aura l'induction d'une autre des déméthylases, GMGD3, qui, elle, arrive maintenant avec MLL et permet de justement effacer cet état réprimé qui était lié à PRC2. Donc il y a différentes façons de faire venir ces déméthylases justement pour, on va dire, nettoyer un peu le paysage chromatinien. Mais en tout cas, clairement, ces modifications de la chromatine sont extrêmement liées avec les signaux développementaux et les signaux liés à des changements comme l'inflammation ou les changements hormonaux ou autres. Donc, parce que je parle des déméthylases, et je vais faire la transition maintenant avec ce qui se passe à travers les générations, je reviens sur l'exemple que j'avais mentionné, que j'avais décrit en détail la semaine dernière, qui est cette histoire de vernalisation où certaines plantes ont besoin d'une phase de froid afin de pouvoir avoir une floraison en printemps au bon moment. Et donc cette période de froid semble être essentielle pour inactiver un locus, le locus FLC. Et je vous ai montré qu'effectivement, pendant cette période de plusieurs semaines, la période de froid plus plusieurs semaines qui suivent, FLC est inactivé et ensuite H3K27-triméthyle avec polycom qui était déjà présent dans une région semble se propager et des facteurs PRC1 associés semblent aussi s'accumuler. Et donc cet état permet la floraison au bon moment, pour que la plante ne va pas aller générer des fleurs au milieu de l'hiver, par exemple, donc c'est extrêmement important. Mais cet état inactif d'FLC est reprogrammé à chaque génération. Donc dans l'embryon, dans la génération qui suit, il y a une perte de cet état inactivé de FLC pour que, en fait, l'environnement, le climat, on va dire, de l'année qui suit puisse être utilisé pour remettre en place cette marque. Mais comme je l'ai mentionné, il y a une étude qui a essayé de voir à quel point, si on élimine cette étape de vernalisation, où on empêche cette répression de FLC, est-ce qu'on arrive à avoir une transmission d'une génération à l'autre de l'état vernalisé? Et donc, le laboratoire de Caroline Dean a fait un crible génétique dans la plante Arabidopsis et elle a identifié un mutant nipomorphe, en fait. Donc, ce n'était pas une mutation qui éliminait complètement l'activité ou le produit du gène, c'était juste un nucléotide changé, donc une polymorphisme, mais qui affectait une acide aminé dans la protéine. Et la protéine qui était affectée, il s'avère, est une H3K27 déméthylase, encore une, ELF6. Et en fait, ils ont pu montrer qu'effectivement, cette déméthylase semble être important pour justement effacer l'état réprimé de FLC. Et donc, dans le mutant, il n'y a pas une réactivation totale de FLC, il y a une réactivation partielle. Et donc, en fait, voilà ce que ça donne. Le mutant est montré en bleu. Donc, dans la plante sauvage, après la floraison et à la génération d'après, FLC revient à des taux normaux d'expression et donc empêche la floraison, sauf s'il y a à nouveau une période de froid. Par contre, dans le mutant, FLC reste relativement faiblement exprimé. Il se réactive un peu, mais pas totalement. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, il y a une expression plus faible de FLC qui est montrée ici avec un gène rapporteur qui donne une coloration bleue. Donc ça, c'est dans un embryon chez les plantes. Et donc, en fait, dans le wild type, on voit que ce gène est exprimé de manière très forte, mais dans le mutant, on voit qu'il y a un niveau beaucoup plus faible dans le mutant ELF6. Donc effectivement, FLC est plus faiblement exprimé.
Et les conséquences de ça, c'est que les plantes, en fait, elles commencent à passer une période de floraison beaucoup plus précoce qu'elles devraient. Donc, en fait, c'est une transmission, justement, de l'état vernalisé à la génération d'après, là où, normalement, la plante, elle ne devrait pas fleurir du tout, ou pas, en tout cas, dans certaines situations environnementales. Dans le mutant, elle commence à fleurir plus tôt, et donc, effectivement, cette phénotype, une fois mis en place, en absence de LF6, est stable même jusqu'à 3 générations. Donc, l'idée de Lysenko, effectivement, s'il avait travaillé sur un mutant LF6, il aurait pu convaincre les gens de faire ce qu'ils voulaient, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, dans ces mutants LF6, ça montre que clairement, cette activité de déméthylase est absolument cruciale pour remettre en place un état, on va dire, reprogrammé pour chaque génération. Et je vous rappelle que dans l'histoire de H3K9 triméthylé qui a été ciblée chez Pombé, dans l'étude de Robin Olshay et aussi dans l'étude d'Anesh Moazed, dans les deux cas, ils ont pu montrer que cet état mis en place de manière forcée en fait, ne reste jamais de manière stable au cours des divisions cellulaires ou même à travers les générations, sauf en présence d'une mutation d'une déméthylase. Donc les déméthylases semblent être vraiment des acteurs importants pour justement permettre une bonne effacement d'états hétérochromatiques et pour empêcher des erreurs probablement de mise en place d'un état répressif. Et donc pour empêcher des effets transgénérationnels comme celle qui est liée à la vernalisation. Donc là, ça m'amène donc à la question sur laquelle je vais terminer et puis je vais répondre un petit peu la semaine prochaine sur un aspect. Donc j'ai beaucoup parlé de la manière que la chromatine peut, ou les états chromatiniens peuvent être hérités à travers les divisions cellulaires. Je vous ai montré aussi qu'au cours du développement, ces états, même si c'est complexe, doivent être correctement mis en place et propagés. Et la question qui est souvent posée, c'est à quel point finalement les états chromatiniens pourraient passer d'une génération à l'autre, même si on sait qu'il y a donc ces étapes de reprogrammation très importantes qui se passent, en tout cas chez les mammifères, mais aussi dans d'autres organismes. Et alors là, je vous montre une diapositive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le message, en fait, est très simple. Donc, chez C. elegans, c'est un des systèmes, c'est un des rares animaux où vraiment on pense qu'on peut transmettre de l'information d'une génération à l'autre. Alors, pourquoi chez les vers et pas chez les mammifères, enfin très peu chez les mammifères ou dans d'autres organismes? C'est un peu un mystère, mais c'est peut-être lié à la manière que ces organismes vivent. Ils doivent en fait transmettre un certain nombre d'informations aux générations qui suivent au niveau de leur nutrition, etc. En tout cas, ici, je vous montre, c'est une expérience qui est un peu artificielle. Ce qui a été fait par le labo de Susan Strom. Donc ici, c'est un embryon au stade d'une cellule, ici, c'est un embryon à un stade de cellules. En fait, ce qu'elle a fait, c'est déléter PRC2, soit chez la mère, donc elle a créé des mutants maternels, donc il n'y a pas de pool maternel de PRC2, pas d'H3K27 méthylé au niveau du génome maternel, donc ça c'est montré ici. Et elle a croisé donc avec un mâle qui lui avait un génome H3K27 triméthyle. Alors il faut juste que je vous dise qu'en fait dans ces organismes, PRC2 est important que dans la lignée germinale et que pour inactiver les deux chromosomes X chez les femelles ou le seul chez les mâles. Alors donc c'est une particularité, mais en tout cas ça a permis de montrer qu'en absence de PRC2 maternel, l'état paternel H3K27 triméthylé persiste, il n'est pas perdu au cours des divisions cellulaires. Et ça, c'est très important parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'effectivement, on n'a pas besoin dans cet organisme de PRC2, des facteurs polycomes, pour propager H3K27 triméthyle. Donc ça, c'était assez étonnant, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a certainement une dilution passive qui a lieu avec les nucléosomes, effectivement, qui perdent petit à petit la mémoire des histones parentaux, comme je vous avais décrit. Mais en tout cas, il y a une part qui arrive de manière assez tardive.
Et l'autre point qui est important, c'est qu'effectivement, la présence de polycomes est essentielle pour la mise en place de cette modification dans la lignée germinale. Mais en fait, il faut qu'il y ait une transcription dans la lignée germinale pour que polycom puisse mettre en place H3K27 triméthylé. Donc ici, ça montre qu'effectivement, la seule présence de polycom, même avec une modification H3K27 triméthylé, n'est pas suffisant au moment de la transmission à partir d'une lignée, un génome paternel qui n'a pas polycom. En fait, il faut l'expression du génome paternel afin que polycom soit mis en place. Donc on pense qu'effectivement, il y a soit la présence de facteurs de transcription très particuliers, soit des ARN non codants qui sont importants pour recruter polycom même si la protéine est présente. Donc, cette étude qui était très intéressante pour ces deux points-là a aussi souligné un autre point qui est relevant par rapport à ce que je vous étais en train de vous raconter. En fait, cet état peut être stable à travers plusieurs générations. Donc, en fait, on peut trouver cet état méthylé ou déméthylé à travers différentes générations chez C. elegans. Et ça, c'est assez étonnant, mais ça montre, comme ça a été montré pour la modification H3K4 triméthylé, à travers les générations, cet organisme est capable de propager des états chromatiniens. Et donc, dans d'autres espèces, qu'est-ce qui se passe? Et ici, je vous montre de manière très schématique ce qui se passe chez les plantes. Donc, les plantes sont assez particulières quand même comme organismes. Ils doivent en fait avoir une relation, on va dire, avec leur environnement particulier. Ils ne peuvent pas s'échapper quand il fait trop chaud, trop froid ou il y a un prédateur. Ils doivent rester. Et donc, clairement, il y a peut-être une raison pour laquelle il faut avoir une réceptivité à l'environnement et peut-être passer certaines modifications d'une génération à l'autre. Néanmoins, quelles sont les données qui montrent que c'est possible? Et en fait, même chez les plantes, il y a une reprogrammation très importante au cours de l'embryogenèse. Je vous avais montré que des histones déméthylases comme ELF6 sont très importantes. Il y a aussi des variants des histones qui sont là pour échanger la chromatine au cours de l'embryogenèse. Et au niveau de la méthylation, ici je vous montre le niveau de méthylation au cours du développement. Et en fait, on sait qu'il y a une reprogrammation très importante des méthylomes qui a lieu aussi chez les plantes. Donc avec un lien très particulier avec des processus RNAi, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. C'était juste pour vous dire que chez les plantes, il y a différents types de méthylation. Il n'y a pas que la méthylation au niveau des cytosines à des dinucléotides CpG, il y a aussi d'autres cytosines qui peuvent être méthylées. Ces autres cytosines sont souvent celles qui sont associées avec les gènes développementaux, comme polycom, et sont reprogrammées. Par contre, les CpG, les cytosines méthylées dans des dinucléotides CpG, ne semblent pas être reprogrammées. Et ces dinucléotides sont très souvent associés avec des éléments transposables et des rétrotransposants. Et je vous montre ici le cas le plus classique que tout le monde montre, mais qui est pyloric, où effectivement la plante sauvage montre des fleurs de ce type, et dans le mutant, ce qui était pensé être un mutant pyloric, on voit une forme très très différente. Et il a été montré que cette mutation, en fait, c'est une épimutation, c'est une méthylation au niveau d'un CpG qui est probablement associé avec un élément transposable près d'un gène qui donc a un impact sur la forme de ces fleurs, et que cette épimutation est extrêmement stable au cours des générations. Donc des dizaines et des centaines des générations, on ne perd pas cette épiallèle, même si on pense qu'au niveau de l'ADN, la séquence de l'ADN, il n'y a pas de changement. Et donc on pense qu'effectivement les éléments transposables sont clés pour attirer la méthylation, et ça vous allez entendre parler dans un instant par Deborah, mais aussi peuvent être des porteurs de méthylation qui ont un impact sur des gènes à côté et qui peuvent donc traverser la lignée germinale. Et donc chez les mammifères,
Ici, je vous montre un schéma qui a l'air très complexe, mais en fait, c'est pour vous remontrer ce que j'avais montré tout au départ, c'est-à-dire qu'il y a cette phase de reprogrammation très rapide au cours de l'embryogenèse précoce. Il y a la deuxième phase de reprogrammation de la lignée germinale. Et donc la question, c'est à quel point, après ces deux grandes phases de reprogrammation, on arrive quand même à transmettre de l'information épigénétique qui est ancienne et qui n'est pas simplement l'information qui est censée être dans les gamètes. Donc au niveau de la méthylation, nous savons qu'il y a des phases assez dynamiques de déméthylation que j'ai mentionnées du génome paternel et maternel très tôt au cours du développement. Ensuite, il y a une phase de reméthylation, et c'est dans la lignée germinale, au moment de la reprogrammation de la lignée germinale, où là, effectivement, on efface tout, y compris les empreintes. Donc, c'est des empreintes qui vont marquer quelques gènes particuliers. J'en ai parlé beaucoup il y a 2 ans lors de mes cours. Donc, ce sont des gènes qui gardent finalement leurs marques épigénétiques qui sont liées à leurs parents. Mais à ce stade, dans la lignée germinale, en fait, les empreintes et toutes les autres modifications, y compris l'état inactif du X, sont reprogrammées. Donc, c'est la phase de reprogrammation majeure. Et ensuite, on met en place les modifications spécifiques de la lignée germinale femelle et la lignée germinale mâle, y compris les empreintes. Mais pendant cette phase de reprogrammation globale, on imaginait qu'il n'y avait plus rien. En fait, que toute l'histoire de l'individu, de somatique ou autre, pouvait être effacée à ce moment-là, au moment de la création des cellules germinales. Et Et donc, en fait, on a réalisé récemment, grâce à des techniques qui vont aller chercher la méthylation de manière globale dans le génome, qu'il y a certaines régions qui arrivent quand même à résister même cette phase de reprogrammation. La plupart de ces régions sont en fait des séquences répétées. Et il y a une bonne raison pour ça, parce qu'en fait, elles doivent, surtout les séquences répétées, les transposons qui sont les plus actifs et les plus dangereux, dont vous allez entendre parler, ces éléments-là doivent être empêchés en fait, de leur réactivation et donc peut-être gardent une trace de cette méthylation. Et il y a d'autres régions aussi qui semblent être capables de résister cette phase de reprogrammation. Donc ça a donné l'espoir que peut-être il y a des régions justement qui peuvent garder une mémoire de leur histoire. Alors là, je vais aller plus vite parce que je dois terminer dans quelques minutes. Et donc, je ne vais pas vous parler en détail de ce qui se passe dans la lignée germinale parce que j'en ai parlé l'année dernière pendant mes cours. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter le cours et regarder les diapositives. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, on sait qu'il y a certains éléments qui semblent résister à la reprogrammation dans la lignée germinale. Et il y a un cas qui est très bien défini, qui est agouti de nappy allèle chez les mammifères, comme pyloric chez les plantes. Il y a quand même chez les mammifères aussi des gènes qui sont associés à une modification épigénétique qui semble être transmis. Alors, il semblerait que ce changement d'expression d'agouti qui donne lieu à des degrés de coloration plus ou moins importants est associé avec un élément répété, justement, un IAP. C'est justement ces éléments qui semblent être plus résistants à la déméthylation et la capacité de déméthyler l'élément transposable dans la lignée germinale semble varier, que ce soit maternel ou paternel, peut aussi être influencé par la nutrition de la mère, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, quand il y a expression, quand il n'y a pas méthylation d'agouti, il y a expression aberrante d'un transcrit qui permet l'expression du gène et la production donc d'une coloration jaune. Quand il y a extinction par méthylation de cette région, en fait, agouti exprimée de manière normale, et on a une coloration du pelage plus sombre. Et cet état peut varier en fonction du degré de méthylation ou pas et de reprogrammation ou pas. Donc on pense qu'effectivement, les transposants sont très certainement des porteurs d'informations épigénétiques importants. Et comme je l'ai dit, la plupart des cas qui ont été définis comme échappant à cette phase sont des transposants, mais il y a néanmoins quelques locus qui ne semblaient pas être associés à des éléments transposables, mais qui néanmoins résistent à cette phase de reprogrammation. Donc voilà, vous allez entendre parler de ça. Et là, pour terminer, et pour vous donner le goût de la semaine prochaine,
Donc là, je vous ai parlé de différents organismes et leur capacité de transmettre des états épigénétiques à travers les générations. J'ai beaucoup parlé de la méthylation de l'ADN, mais en fait, je vais revenir sur la chromatine et sa capacité d'être propagée. Et en fait, on pense qu'effectivement, chez les mammifères, il y a très peu de locus qui sont capables de transmettre ce type d'informations. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et la question, c'est à quel point, effectivement, ils pourraient contribuer à une variation phénotypique. Mais c'est très difficile de faire la distinction entre les marques épigénétiques et l'éventuel polymorphisme ou changement de l'ADN qui pourrait être sous cette variation phénotypique. C'est tout le défi chez les mammifères pour faire ces distinctions. Mais le point qui intéresse beaucoup de monde, c'est à quel point, en fait, l'état chromatinien peut être influencé par l'environnement, par exemple la nutrition, les polluants, ou même la manière qu'un enfant, un bébé est traité, et à quel point ces changements, ces conditions environnementaux peuvent avoir un impact sur la chromatine, ça c'était une question. Et l'autre question, à quel point il y a des conséquences phénotypiques. Et donc, je veux quand même revenir sur ce point qui génère beaucoup d'intérêt, je sais, mais sur lequel je suis néanmoins assez sceptique. Donc à quel point finalement nos gènes vont effectivement définir la manière, les caractères que nous avons, les caractéristiques que nous avons. Le caractère, c'est quand même quelque chose qui est très très lié à l'éducation, mais ou à quel point on peut échapper ce destin. Et donc ça, j'ai pris de l'Internet, effectivement, il y a ce type de message avec ce type d'image. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut influencer nos épigénomes grâce, par exemple, à des produits qu'on peut acheter dans des boutiques. Ça, c'est une boutique en Australie qui s'appelle Epigenetics et qui vend, on ne sait pas trop quoi, je n'ai pas encore visité, mais des crèmes, des solutions et peut-être aussi des choses à manger. Donc à quel point on peut effectivement éviter le destin de nos gènes avec une influence environnementale. Et comme le disait Burbank en 1906, à quel point l'hérédité est rien que l'environnement en paquet, enfin stored, je ne sais pas comment dire. Bon, voilà, il n'est pas que l'environnement qu'on transmet. Alors, donc c'est clair que l'environnement peut influencer la chromatine. Donc je vais revenir sur ça la semaine prochaine. On sait qu'il y a à différentes étapes du développement, les variations peuvent influencer la manière que la chromatine se comporte et peut-être donc la régulation des gènes et bien sûr donc des caractères éventuellement. Donc l'embryon au cours du développement, sa lignée germinale, l'impact aussi de l'environnement du nouveau-né, aussi au niveau neuronal, on sait qu'on peut avoir un impact important sur l'état chromatinien qui peut avoir plus ou moins un lien avec différentes maladies ou différents états. Et on sait qu'effectivement, ces changements sont là à chaque cycle de vie. À quel point nous, les mammifères, sont robustes ou doivent s'adapter ou peuvent s'adapter à ces changements. Et là où je voulais venir, c'est pour vous dire quand même qu'au niveau de la nutrition et le métabolisme, c'est clair qu'il doit avoir une influence. Parce que ce que nous mangeons, en fait, produit les métabolites qui sont importants, justement, qui sont la munition de ces facteurs dont je vous parlais depuis plusieurs semaines. Donc les modificateurs des histones ou de l'ADN comme la méthylation, afin de pouvoir avoir ces activités, et les modifications qui vont avec, comme la méthylation, l'acétylation et d'autres modifications, tout ça, ça vient des métabolites qui sont liés donc aux nutriments. Donc il est évident qu'on peut influencer l'état chromatinien avec ce type de changement. Mais on pense que dans une situation, on va dire, normale, non stressée, il y a un grand degré de tamponnage et qu'on ne va pas défaire tout ce qui a été fait de manière facile, justement parce que la chromatine, elle agit quand même comme une barrière. Par contre, dans des situations de stress, par exemple des stress nutritionnels, dans des situations comme les famines, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un impact
sur l'embryogenèse et même sur la lignée germinale in utero d'une mère qui est mal nourrie. Et donc je vais vous parler, parce que jusque-là, les études qui ont essayé d'attaquer les questions dans des systèmes modèles laissaient à désirer au niveau de la manière qu'ils étaient faits. Mais récemment, il y a eu des publications qui commencent vraiment à aborder la question correctement. Donc je voulais parler de ça, à quel point finalement, effectivement, des stress induits au cours de l'embryogenèse in utero peuvent avoir un impact sur les générations qui suivent, en tout cas des effets, ce qu'on appelle intergénérationnels. Et donc je pense que je vais arrêter là parce qu'il est... Voilà, donc je vais vous parler plus de tout ça la semaine prochaine et je vais laisser la parole maintenant à Déborah Bourkis qui va faire un séminaire en français sur la stabilité, la plasticité... Oh pardon, non, je n'ai pas mis son titre. Bon. Elle va parler de la méthylation de l'ADN et la méiose, voilà. Merci beaucoup.